Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui une belle émission sur l'écologie et l'environnement, un thème qu'on aime beaucoup aborder à Nexus. C'est entre idéaux intéressants, entre politiques qui parfois dévoient finalement le système qui pourrait être mis en place, qui dévoie les idées. On va essayer de savoir, mais on n'est pas là pour parler de ce qui se fait de mal, on est là pour parler de ce qui se fait de mieux avec Patrick Scheder. Bonjour et merci d'être avec nous. Enchanté, ben, c'est un plaisir. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais on a choisi de se tutoyer, Ah bah comme on le fait totalement, souvent. je te connais depuis longtemps, virtuellement. Ah bah c'est gentil, merci. On est là pour parler de ton livre Un pianiste dans l'herbe, l'écologie autrement. C'est aux éditions Apogée. Ouais. C'est aussi préfacé par quelqu'un qu'on connaît très bien, Boris Cyrulnik. Et voilà, permets-nous de rentrer dans ton univers. Qu'est-ce Avec qui plaisir. t'a poussé à écrire ce livre qui est très autobiographique et qui raconte à la fois ton histoire et ce lien que tu as avec la nature et l'environnement? Bah, en fait, moi, je suis pianiste, on va dire classique, même si je fais beaucoup d'improvisation, mais bon. Et bah, comme tous les pianistes, je jouais dans des salles fermées, à l'abri, noires, concentrées, qui souvent sont tristes, quoi. Et puis, il y a environ 18 ans à peu près, quoi. J'ai eu cette sensation que, franchement, ça me suffisait plus du tout, euh, et que j'avais besoin de dehors, en fait. Ça s'est passé par un phénomène météorologique intéressant. Je jouais avec un grand accordéoniste qui s'appelle Marc Perron, qui joue de l'accordéon diatonique. On devait jouer à un festival à Lyon, sous un chapiteau, et il y a eu une tempête la veille. Le chapiteau a été éventré, obligé de jouer dehors. Et le plaisir que j'ai pris à jouer dehors avec Marc, c'était extraordinaire. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je sors de la salle. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à jouer dehors pour faire passer aussi des messages, effectivement, sur le vivant, la nature, sa préservation. Peut-être aussi, par extension, je dirais, notre bonheur aussi intime à nous en tant qu'humains. Voilà. Et le fait d'être dehors est super intéressant parce que ça permet de s'adresser à tout le monde. Quand on est dans une salle, bah, ça trie, évidemment, quoi. Déjà, beaucoup de gens, si vous écrivez Centre culturel, ben, ça, c'est pas pour nous. Et quand tu enlèves les murs, ben, c'est pour tout le monde. Donc jouer dans l'espace public, ça a été et c'est toujours, et de plus en plus peut-être ma grande passion, puisque tu t'adresses à tout le monde et à n'importe qui. Et sur un sujet qui paraît pour les gens parfois un peu pointu, technique, scientifique, comme l'écologie, s'adresser à tout le monde, je pense que c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut vulgariser l'écologie. Il faut certainement sortir du cercle des connaisseurs, des initiés, des convaincus, pour parler à tout le monde, parce que tout le monde et n'importe qui est beaucoup plus nombreux que ceux qui s'y connaissent. Voilà. Donc si on veut convaincre en écologie, il faut la banaliser, il faut la vulgariser au sens noble du terme, la rendre accessible. Aujourd'hui, on entend un petit peu de tout sur l'écologie. Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la vie, en fait, tout simplement, le vivant, quoi. C'est pas, je sais pas, il n'y a pas l'industrie d'un côté, l'écologie d'un autre côté, et que sais-je sais pas, la vie perso de l'autre. La première niche écologique, c'est celle du ventre de notre maman, hein, qui a priori est naturelle. La seconde, c'est notre entourage proche, la mère elle-même, le père, etc. On est un peu comme des poupées russes qui vivent dans un emboîtement de niches écologiques successives. Et si on se conçoit vivant parmi le vivant, qui n'est pas que humain, ça permet aussi de rompre une certaine solitude. Parce que souvent, l'humain s'est mis au-dessus, mais au-dessus, je crois qu'il s'ennuie pas mal finalement. Ça le rend peut-être mauvais, méchant, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Donc je pense qu'il y a vraiment une autre façon de nous concevoir qui est en jeu. C'est dans ce sens-là qu'on dit que souvent c'est une crise systémique, la crise écologique, parce que c'est peut-être sortir d'une habitude qu'on a de penser, de réfléchir, même d'ailleurs d'une certaine mesure d'aimer en silo, avec des silos qui sont parfaits, chacun dans leur genre, la science, la technique, l'art, la culture, la politique, que sais-je. Mais je crois que les gens sont lassés de ça. Ils cherchent un sens à ça, parce qu'une fois que tu es sorti de ton silo, tu sais pas trop où tu es, tu as du mal à te situer. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la pensée écosystémique. On relie tous ces items, finalement, toutes ces façons de percevoir le monde, pour essayer de construire un sens à notre vie. Et je crois que les jeunes générations, on parle de la génération Z et ceux aussi qui sont plus jeunes, s'ils cherchent un sens à leur vie, c'est pas forcément dans les créneaux dans lesquels on veut les mettre. Ils cherchent à inventer, ils cherchent à créer.
Et je dirais que le rôle de l'artiste, c'est aussi de donner des outils de création, de créativité, d'expression, qui participent aussi à la construction d'un monde différent. Il n'y a pas que la politique ou l'intellect, il y a aussi l'intuition, des choses qui est extrêmement importante. Et là, tu parles d'une reconnexion finalement que tu as eue à la nature. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde se déconnecte de cet environnement, que ce soit dans leur métier, comme toi tu as pu relier les deux? Mais est-ce que les gens ne le font pas assez? Comment tu analyses la société là-dessus? Sûrement, enfin moi, je suis parisien d'origine, j'habitais le 17e arrondissement. Bon, j'avais la chance d'avoir des parents et des grands-mères qui m'emmenaient régulièrement dans les bois le week-end, donc forêt de Fontainebleau, Rambouillet, enfin tout ce que tu voudras. J'ai jamais vu par contre les parcs parisiens comme des mini-forêts. Pour moi, c'était un parc. Bon, c'était pas la nature. Mais dans la forêt, C'est c'était vrai un que ça n'a kiff rien à total. voir, hein, Oui, bon, disons que c'est une nature sélectionnée, on Ouais, va ouais. dire. Dans la forêt, j'adorais, il y avait ces odeurs. Quand on est petit, on est tout près du sol, en fait. C'est des sensations que parfois on perd en grandissant. Et les bruits des pas sur les feuilles, par C'est exemple. intéressant. Le fait qu'on soit petit en taille, on est plus Bah, proche. tu perçois d'autres sons, ouais, et Hmm, d'autres odeurs aussi. c'est Quand fou. les feuilles se décomposent, tu les sens peut-être d'une manière beaucoup plus prégnante. Tu en es tout près, tu peux les toucher plus facilement. Assez bête, mais plus on grandit, plus on s'éloigne du sol, dans une certaine mesure. Donc ces sensations d'une nature étrange, sauvage, pleine de plaisir finalement, olfactif, visuel. J'ai toujours vu la nature quelque part, ce qu'on appelle la nature, comme une amie, hein, voilà. Donc c'était pas bizarrement en contradiction avec la rue dans laquelle j'habitais. Pour moi, c'était 2 mondes qui pouvaient coexister. J'ai jamais vécu ça comme une opposition. Alors je sais que maintenant, on est de plus en plus dans un monde effectivement virtuel, dans une certaine mesure. Mais pourquoi pas? Moi aussi, je joue avec la virtualité. Quand on est artiste, quand on crée un morceau, ben, on est sur des pensées donc qui sont éminemment virtuelles, qu'on essaye de transcrire avec quelque chose de réel, un instrument. Donc j'ai pas de dissensus véritablement, puissant entre campagne et ville, entre réel, virtuel et cetera. Et j'essaie de mon approche, au contraire, de les associer. Voilà, parce que l'humain a toujours été en recherche d'une certaine technologie, finalement d'une certaine virtualité. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est plutôt ça qui m'intéresse. Je ne crois pas qu'on ralentira ce qu'on appelle les progrès technologiques, mais leur conférer un sens qui soit au service du vivant d'une manière générale, dont l'humain, c'est plutôt ça qui me préoccupe, en vérité. Hmm. Et tu vois, c'est très intéressant parce que toi, comment tu parles de l'environnement et de l'écologie dans ton livre, c'est très intéressant et je trouve, je dirais, très pur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, nous, on évolue là dans un écosystème, que ce soit pour Nexus ou la plupart des Ouais, médias alternatifs, dans un écosystème un peu rebelle qui en a marre des discours politiques, comme on disait dans l'introduction, qui en a marre de ces mensonges et qui, du coup, des fois, peuvent avoir tendance à se retirer de l'écologie ouais, tellement les politiques en parlent mal. ouais. Quel regard tu as sur ça et qu'est-ce que tu en penses? Bah, je pense que la crise écologique et la crise sociétale d'une manière générale, parce qu'elle n'est pas qu'écologique, c'est une crise du lien, en fait. Hmm. Du lien qu'on peut avoir déjà à soi-même, la relation qu'on a à soi, la relation qu'on peut avoir aux autres, l'altérité, la relation à une société. Beaucoup de gens souffrent de solitude, qu'ils alimentent quelque part eux-mêmes par leur consommation des réseaux, euh, aussi parce qu'ils ont personne peut-être à qui parler. Voilà. Je pense qu'on va se réinterroger soi. Est-ce qu'on s'aime? Ça, c'est une question qui est super importante. Et d'abord, peut-être même avant celle-ci, est-ce qu'on a conscience d'être vivant? On vit parfois tellement dans notre cerveau que ça se demandait si on a des bras, des jambes. Enfin, ça nous paraît tellement naturel d'en avoir qu'on n'y pense pas. Mais on est des êtres vivants, comme, je ne sais pas, les vers de terre qu'on aurait sauvés ou des espèces en voie de disparition. Se sentir vivant, je pense que c'est peut-être ça, quoi, devrait nous servir une approche écologique. Ça veut dire quoi? On ne pense pas à se sentir vivant. Qu'est-ce que Bah, tu tu entends vois, par là? un être vivant est fait de sensations fortes, il est fait aussi de dérangements, il est fait d'ennuis, il est fait de plein de choses contradictoires. Et je crois qu'on nous a appris au fur et à mesure à intellectualiser tout ça, finalement. Et je crois qu'il faut sortir de l'intellect dans une certaine mesure, réécouter les sens pour retrouver un sens à notre vie. On ne peut pas se passer du sens instinctif. Le sens intellectuel, le sens qu'on nous apprend, le sens qui pourrait être mainstream, ne nous nourrit pas assez.
La plupart ne sont pas heureux, donc il y a un problème. Mm. Donc il est sur l'écologie, il est sur la société, il est avec notre conjointe, nos conjoints, nos enfants d'une manière générale. C'est une crise du sens, et donc c'est une crise du lien. Donc j'ai tout un travail finalement au travers de l'art. Ça me permet de me redire, voilà, je joue du piano pour faire ça, je vais dans ce sens-là. Ça nous permet de nous repositionner, nous, en tant qu'artistes, pour poser ce type de questions d'une manière qui ne soit pas ennuyeuse, finalement, mais sensible. Parce qu'au fond, si on attend pour l'écologie que tout le monde devienne ingénieur pour la comprendre, je pense qu'on n'arrivera jamais, quoi. On risque d'être bloqué. Ouais, et voilà. Donc il faut, et c'est ça mon effort de banalisation et de vulgarisation, que l'écologie se rende accessible par un petit bout. Admettons le libéralisme. Je ne connais pas beaucoup de gens dans la rue qui ont lu un gros essai sur le libéralisme, 400 pages, pour participer à une C'est rare. société libérale. Mm. Bon. Ah oui. Et pourtant, on y participe. Pourquoi? Donc, c'est que le libéralisme, quelque part, a su nous promettre un genre de bonheur. On est d'accord que c'est un bonheur qui est plutôt artificiel. OK. Mais il y a une promesse dans tout ça. Donc, il faut vraiment interroger la promesse de l'écologie pour voir si elle nous questionne, si on rentre en résonance avec. Et c'est un problème beaucoup plus vaste que la montée des degrés de l'océan ou de l'air que nous respirons. Donc, c'est peut-être le moment, cette métamorphose finalement, c'est sûrement le moment de nous réinventer parce qu'on y sera contraint. Et c'est là où j'aime beaucoup, on en parlait, je crois que c'était hors micro qu'on en parlait Ouais. tout à l'heure. Tu disais que justement, tu remettais un petit peu l'église au milieu du village en disant, bah oui, mais le politique, et que ce soit le politique, mais nous-mêmes, on peut aussi véhiculer, on se devrait, je sais plus comment tu l'as dit, mais de véhiculer une image positive de l'écologie, d'un vrai projet clair d'où on va. Mm. C'est finalement, les politiques actuelles ne véhiculent pas de projet clair et positif concernant l'environnement pour les citoyens. Écoute, je pense qu'il y a une différence entre projet finalement et sens. Un projet, c'est censé te dire à peu près où tu vas aller, tu vas y adhérer vaguement sans tout comprendre, etc. C'est très différent de la notion de sens, où tu sens que ça va être bon ou peut-être pas bon pour toi. Je pense qu'il faut plus s'intéresser le sens finalement des projets que les projets eux-mêmes. Hmm. Parce que les projets sont souvent très solutionnistes, quoi. Faites ceci, je sais pas, virez les entre guillemets étrangers, vous serez heureux. Faites baisser la température d'un degré 5, ce sera le bonheur, Ils sont etc. réactionnaires, quoi, tu veux dire. Ben, c'est surtout que c'est du solutionnisme, quoi. Voilà. C'est quoi le Tu solution? fais ça, bah, c'est-à-dire c'est on-off, quoi. Oui, d'accord. T'as un problème? Ah bah tiens, voilà la solution. Voilà. Et je trouve que l'écologie a peut-être un problème là-dessus, c'est-à-dire qu'elle critique beaucoup la matière capitaliste qui propose toujours des solutions mercantiles finalement à des problématiques, hein. Mais quelque part, elle tombe un peu dans le même biais, quoi. Hmm. Tu vois, par exemple, on va pas faire monter la température plus de 1,5 degré ou 2. Génial, c'est la moindre des choses qu'il faille faire. Est-ce que ça, par contre, c'est un projet de société? Ça, j'ai beaucoup de mal à le croire. Si le projet de société, c'est d'avoir un peu moins chaud, waouh! Où est le bonheur? Où est la vision d'avenir là-dessus? Et je pense que le problème de l'écologie, c'est qu'elle n'arrive pas à constituer une vision. Et un peu comme le pompier, finalement, qui va éteindre un feu, mais la cause du feu elle-même peut se répercuter, elle peut exister à 3 kilomètres de là, etc. Donc il faut certainement dépasser ce solutionnisme pour nous réinterroger, nous, en tant que citoyennes et citoyens. Alors pour toi, comment est-ce que ce serait une idée, à quoi ça ressemble, une idée positive de l'environnementalisme, de l'écologie pour demain? Bien, c'est sentir que tout est vivant autour de nous, briser ce sentiment de solitude que j'exprimais tout à l'heure, Ouais. aller voir son voisin, se parler à soi-même, parler à ses enfants. C'est le b.a.-ba d'écologie, une vie conviviale aussi, beaucoup plus heureuse, Voilà, on donc se ce que sent tu disais en tout à lien. l'heure, une reconnexion aussi à soi-même, quoi. Oui, c'est une reconnexion à soi-même. Ah. Et ensuite, ça permet la connexion avec les autres êtres vivants, avec les végétaux, etc. Sinon, si on est mal en soi, comment se préoccuper, je ne sais pas, d'un arbre qui disparaît ou d'un animal? C'est beaucoup demander aux gens. Donc je pense qu'il faut qu'elle soit individuelle aussi, cette écologie, et Hmm. pas seulement je dirais, des préconisations, voilà, pour rendre la société un peu moins mauvaise. Je pense que c'est pas suffisant, que les gens finalement le sentent confusément et ont du mal à adhérer sur le long terme à ça. Il manque un projet, il manque une vision finalement, et on essaye au travers de l'art de dégager des visions, de faire rêver les gens. Hein. Je pense que la vision, elle vient des rêves et pas seulement de solutions extrêmement réalistes qui sont très pratico-pratiques.
Une société, ouais, qui est beaucoup plus gestionnaire inventeuse, si je puis dire, que créatrice. Donc l'art, idéalement, et puis l'écologie, ça serait plutôt de rendre chacun créatif à son niveau. C'est pour ça que j'aime beaucoup des personnalités comme Léonard de Vinci, par exemple, parce que c'est ça. Il se vit Ok. pas du tout seulement comme un peintre, il se voit aussi comme un ingénieur, il est passionné par tout, quoi. Il est passionné par le vivant d'une manière générale. Il touchait pas, il n'était pas que sur un seul domaine, il s'intéressait à. Il était écosystémique dans sa pensée, hein, à une époque Hmm. où le mot n'existait pas vraiment, où justement la culture en silo était peut-être pas aussi présente que maintenant. Il y a eu un genre de règne de la rationalité, qui bien sûr est très utile en sciences, par exemple, pour reproduire des expériences, et cet aspect Tout à fait. objectif est super important. Et le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un laboratoire, hein. Tu vois, ici, c'est pas un labo. Voilà. Ben, Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le vivant? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? C'est là que la notion de sens arrive, quoi. Alors, Descartes a dit je pense, donc je suis, hein, cogito ergo sum. Moi, je dis je sens, donc je suis. Ce n'est pas le même positionnement. Voilà. ah, c'est intéressant. Oui, parce que s'il suffit de penser pour être, je pense que moi, c'est pas suffisant. C'est là qu'on arrive à vivre dans sa tête, mais très peu dans son corps. Donc, pourquoi se préoccuper de l'extérieur? Puisque déjà, soi-même, on est enfermé dans une sorte d'intériorité qui se tient là, en haut, et très très peu au milieu et en bas. Je sens donc je suis. Ça, j'aime Ouais. beaucoup l'idée, hein. Mmh. Ça voudrait dire, et justement, ça rejoint l'idée que tu disais tout à l'heure de il faut déjà que les êtres humains se reconnectent vraiment à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils aient conscience. Et finalement, ça induit l'idée qu'on est beaucoup en pilote automatique aujourd'hui, ce que tu dis. Il y a beaucoup de ça. Ouais. On vit tellement dans nos cerveaux qu'une virtualité de plus ou de moins avec 1, 2, 3, 10 écrans, une intelligence artificielle ne nous choque pas plus que ça. Ah. Jusqu'au moment où on s'oublie totalement soi-même. En fait, le seul danger peut-être de l'IA, c'est qu'on soit devenu inutile à soi-même. Hmm. Finalement, ça, du coup, tu nous emmènes sur une idée intéressante, c'est qu'on n'est pas seulement. Le problème, c'est pas qu'on ne s'intéresse pas à l'écologie, ça part du fait que si on ne s'écoute plus soi-même, si on ne ressent pas son propre corps, on ne va pas ressentir la nature autour. Il n'y a Et aucune finalement, raison de la c'est qu'on ressentir. devient très utilitaire et fonctionnel. Je fais mon salaire, je vais chercher mes gosses à l'école, je fais ma cuisine, je fais mon sport, je vais me coucher, je répète la boucle. Et voilà, ça nous emmène sur cette idée. Quelque part, c'est ça. Et puis aussi, ça cache un autre arbre majeur dans la forêt qui est de dire, je crois qu'il faut rendre l'écologie attachante, en fait, quoi. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un aspect affectif dans tout ça. Si tu aimes ta compagne, ton compagnon, tes enfants, tu as envie de les défendre, tu as envie de prendre soin d'eux. Voilà. Donc cet aspect affectif qui, à mon avis, fait que les gens s'engagent, hein. On dit très souvent, par exemple, pour une campagne, admettons, présidentielle, que oui, on écoute les propositions des candidates, des candidats, mais au dernier moment, c'est un côté aussi instinctif qui prend le dessus. Eh oui. Eh bien, dans l'écologie, je pense que ça va être la même chose. Il faut qu'il n'y ait pas seulement la raison qui adhère, mais aussi quelque chose qui soit du domaine du cœur, voilà, et qui génère des émotions beaucoup plus puissantes et durables que la seule raison. Si l'écologie devient une sorte de nouveau code de la route, c'est pas très sexy. C'est ça. À un moment, tu as cette idée-là, là, j'essayais de la retrouver dans les notes. Tu dis, est-ce que l'écologie se pose comme un juge? L'écologie doit-elle adopter, c'est une question que tu poses, doit-elle adopter la posture d'un juge qui se prend pour Dieu? Comment est-ce qu'on, c'est une question que tu poses, tu ne réponds pas là-dessus comme ça. Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on suit l'écologie? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous montrer la voie? Est-ce qu'on doit s'adapter à la Je nature? crois que surtout que l'écologie doit englober et être englobée partout. Tu vois, la pensée écosystémique, pour ça, est très intéressante. Une pensée en silo, c'est la pensée des spécialités qui sont les unes à côté des autres sans Ouais, communiquer entre elles. tout à fait. La pensée écosystémique, donc ça veut dire qu'il y a aussi dans un silo, parce qu'admettons il est haut, à l'origine un silo c'est pour mettre des grains, hein, et les conserver, donc il y a des grains en bas, il y a des grains en haut. Bon, si le silo s'effondre, il n'y a plus rien, et le silo ne peut pas se reconstruire tout seul. C'est une tour finalement de protection. La pensée écosystémique, peut-être qu'elle a cet intérêt de mettre tout à plat, finalement, au même niveau d'importance. La fourmi est aussi importante, je ne sais pas, que notre émission, qui elle-même est aussi importante, je ne sais pas, que la planète Mars. Tout est en communication. Donc je dirais, il y a quelque chose d'horizontal qui me paraît beaucoup plus intéressant et capable d'inventer une vie aussi plus passionnante que la pensée verticale, qui est triste finalement. Donc,
C'est ce que j'appelle la pensée écosystémique, où les choses sont en lien. C'est la pensée qui conduit le vivant, qui se transforme sans cesse, qui est en mutation permanente. Même si à nos yeux elles paraissent lentes, elles sont par contre définies, elles sont vraiment définitives ces mutations. Donc je pense que si on épouse ce mouvement de la vie qui est juste nous, hein, en nous on a un jardin, je veux dire, tout ce qui fait qu'on puisse manger, qu'on digère les choses, c'est comme un écosystème hein, qu'on a à l'intérieur de nous. Regardons notre jardin intérieur, regardons le jardin extérieur et je dirais communiquons ensemble. Tout à l'heure, tu disais aussi, hors caméra, on parlait de qu'est-ce que le politique. Oui. Et tu disais, c'est intéressant, parce que justement, même si on revient à un niveau global, ou comment est-ce qu'on peut aider son voisin, à quel moment est-ce qu'on s'aide soi-même? On aide le voisin, ok, mais à quel moment est-ce qu'on s'aide soi-même? Et ça rejoint toujours cette idée-là, ce que tu dis à chaque fois. Ouais. Et parle-nous de ça, et est-ce que finalement, voilà, il faut s'aider soi-même pour aussi en venir à l'écologie? Ça rejoint ce qu'on disait avant. Bah, en fait, si tu te sens vivant, tu vas prendre soin de toi. Si tu te sens pas vivant, tu vas prendre beaucoup moins soin de toi. Hmm. Quand tu es jeune, souvent tu fais des choses excessives hein, pour te prouver que peut-être tu es vivant, c'est-à-dire te heurter à quelque chose qui va te faire un choc peut-être. Ouais. Tu vas, je sais pas, t'écraser contre un mur. J'espère que tu vas pas mourir. Heureuse- Mais tu Heureusement, tout le testes monde la ne fait vie. pas ça, tous les jeunes. Ouais, il y a quand même pas mal qui le font. Ouais. Et il n'y a pas que les jeunes. Mais tu testes ta vie, en fait. Donc, c'est bien pour te sentir vivant. Et je Hmm. crois que cette provocation qu'on a dans la jeunesse aussi Ouais. à tester des choses, elle est super importante, elle est très intéressante. On ne devrait quelque part jamais la perdre pour se sentir toujours physique et donc pour se sentir toujours vivant. Le rêve d'éternité, en fait, il est peut-être dans l'esprit, mais il n'est pas véritablement dans le corps. Donc c'est accepter aussi notre finitude, quelque part, mais qui est aussi le renouvellement du vivant. Donc c'est cette boucle qu'on a beaucoup de mal à voir. Peut-être qu'on rêve tous d'être Khéops, d'être des pharaons momifiés, je ne sais pas. C'est intéressant, ça, je note la phrase. C'est quelque chose qui est présent dans l'esprit, mais pas dans le corps. Et du Ouais. coup, des fois, on va trop écouter notre mental et pas assez notre corps. Ben, on présuppose que le mental serait intelligent et qui nous guiderait par une sorte de raison, mais est-ce bien certain? Je vois qu'on détruit la planète avec que des arguments très, très raisonnables à chaque fois. Et il paraît aussi que, par exemple, que l'économie, elle serait raisonnable et rationnelle. Je pense qu'au contraire, elle est extrêmement irrationnelle. Donc il faut remettre en cause finalement cette rationalité qui est juste un argument de vente, hein, la promesse d'un paradis, pour démasquer les choses et aller plus profond. Après, la promesse d'un paradis est extrêmement importante. Je ne connais pas une seule idée, Ouais. qu'elle soit politique ou religieuse, etc., qui n'est pas promis son paradis. Les uns, ça va être la vie après la mort. Les autres, ça va être tu aurais plus de vacances, tu aurais une plus grosse voiture, une plus grosse... Bon. Si l'écologie, à son tour, ne prend pas le risque de faire une promesse, entre guillemets, paradisiaque, je pense que c'est même pas la peine d'y rêver. Donc elle doit promettre quelque chose, elle doit prendre ce risque, quitte plus tard à se dire, bon, on est peut-être allé un peu trop loin, mais c'est ce qui entraîne les gens aussi, ce rêve. Voilà. Et si déjà il y a ne serait-ce que 50% d'accessible dans ce rêve, c'est déjà énorme. C'est très intéressant d'ailleurs ce que tu cites comme rêves, qui sont finalement des rêves de je vais te vendre quelque chose qui va te faire oublier tes douleurs du quotidien. Ouais, Ce n'est jamais des choses qui nous ramènent à l'harmonie du quotidien. Et de l'harmonie avec ce qui peut être douloureux, mais qui fait partie de la vie. tout à fait. Je pense que la douleur ou l'ennui forment aussi une sorte d'harmonie. Moi, j'ai été élevé dans un milieu artisan, dans une boutique. Parfois, je m'ennuyais ferme dans la boutique. Mais finalement, je garde un bon souvenir de ces moments de méditation forcée. Ça m'obligeait à regarder les détails qu'il y avait autour de moi. Mes grands-mères travaillaient dans le meuble, les chaises, les fissures au plafond, etc. Ces moments d'observation étaient très, très riches. Si j'avais rompu mon ennui, entre guillemets, par, je sais pas, un jeu sur un écran quelconque, j'aurais peut-être perdu quelque chose. Hmm. Mais le jeu sur un écran quelconque va apporter une autre richesse. Donc finalement, c'est trouver la faille dans ces systèmes bien montés qui nous proposent des produits finis, le bonheur, le début, la naissance, le milieu, la fin, etc. Des systèmes fermés finalement. Moi, j'ai toujours cherché les failles dans les systèmes parce que je trouve que le bonheur, il est en dehors du système et en dehors de la promesse qui est marketée finalement. Ouais. Et je pense que toutes les promesses, elles sont trop marketées. Laissons à chacun, et c'est le sens quand même de la démocratie, la possibilité d'inventer son propre système, d'accepter le système des autres, de le refuser,
d'interroger son individualité, son intimité, pour faire un monde tel qu'il peut l'imaginer et le désirer. Sinon, on coupe le désir, on attend que quelqu'un désire pour nous et si tout se passe bien, alors il va être une sauveuse ou un sauveur, mais c'est pas ça la promesse de la démocratie. C'est pas, un troupeau de moutons qui va vers le bonheur, tous ensemble bien alignés. Ou alors, bon, pour moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est au contraire du domaine du totalitarisme. Il faut revenir à la promesse, individuelle qu'est celle de la démocratie. Des personnalités comme Jean-Jacques Rousseau en France dans les années 1750, on dit qu'il a préparé la révolution, se sont énormément inspirés justement des phénomènes naturels et des émotions qu'ils avaient envers la nature. C'est lui qui a mis à la mode finalement de pleurer, devant un paysage parce qu'il trouvait beau. Avant, quelqu'un qui pleurait devant un paysage parce qu'il trouvait beau, on disait: «Ça va pas la tête». Bon, lui, il a dit: «Cette sensibilité, on va la valoriser. Elle vaut le coup d'être prise en compte». Il a commencé à casser une certaine rationalité et de toutes ces pensées individuelles et profondément ressenties est née aussi l'espérance d'un autre système, dit démocratique. Je pense il faut qu'on revienne à cet ADN finalement. Ravir, la possibilité d'être ému, quelque part, c'est ravir aussi notre accès à la démocratie, en une certaine mesure. Et on arrive vers la fin de l'entretien, il y a un point qu'on n'a pas éclairci, c'est qu'est-ce qui, selon toi, détruit l'écologie aujourd'hui? Et probablement pas que. Mais sur l'environnement, qu'est-ce qui détruit Ouais. l'environnement? Bah, la volonté de profit, hem, bah, c'est ça principalement, je Les dirais. grandes industries, tu veux dire? Les grandes industries, voilà. Parfois aussi des technologies qu'on nous vend comme étant moins polluantes. Tout à l'heure, on parlait d'électrification. Oui, il y a des bons côtés, mais aussi de très, très mauvais. On les voit moins, ces mauvais côtés, parce qu'on a l'élégance de les de les mettre chez les autres, quoi, ce qui est quand même assez horrible. Donc je pense qu'il y a cet, appât du gain, cet aspect de la technologie avec une promesse technologique qui est de dire: «Mais c'est vrai, on détruit, mais une technologie supérieure va nous permettre de reconstruire autrement» et cetera. Ça, ce sont des plans sur la comète. Certainement que de la crise écologique, le côté, technosolutionnisme aura une part, c'est certain, mais ça, c'est pas seulement quand il y a un problème écologique. L'humain aspire à une technologie, je pense, depuis qu'il existe sur terre, donc c'est pas une nouveauté en soi. C'est la maîtrise de ça qui est vraiment, en jeu et surtout le sens que ça confère ou le sens que ça enlève à notre vie. Pour l'instant, je vois beaucoup de gens qui sont, vidés de leur sens finalement, vidés de leur culture et qui se trouvent paumés. Donc, dans une certaine mesure, l'écologie, l'art, la culture, doivent répondre à ça. C'est pour ça que j'ai fondé ce mouvement, l'écologie culturelle, parce que je pense que l'art sert principalement à ça, à faire tenir ensemble les morceaux épars d'une, société, d'une civilisation, une sorte de colle, comme on disait tout à l'heure, qui fait que tout ça, tout d'un coup, prend un sens. Mmh. Moi, je cherche un sens à l'écologie, je cherche, comme tout le monde, je crois, un sens à la vie. Une vie bonne, une vie heureuse, doit être la promesse de l'écologie. Sinon, elle risque fort d'être vaine. Patrick Schneider, merci d'avoir été avec nous. Ah, merci beaucoup, Romain. C'était un plaisir de pouvoir parler de ce livre-là. Et on le rappelle, Un pianiste dans l'herbe, l'écologie autrement, c'est aux éditions Apogée. Et un petit mot sur votre collaborateur Boris Cyrulnik qui a écrit pour Alors, vous. Boris Cyrulnik, oui, je sais pas, il doit avoir 89 ans, je crois, j'en ai 66, donc on n'est vraiment pas de la même génération. Et je salue en lui quelqu'un qui, je pense, est génial. Parce que tout ce que je dis, il le dit depuis 40 ans, à une époque où c'était pas tellement répandu comme façon d'appréhender le monde. Dès le départ, il a critiqué la connaissance en silo. Dès le départ, il a associé l'écologie, les neurosciences, la biologie, la psychologie, la psychiatrie, pour mieux comprendre l'être humain. Donc je pense que cet aspect scientifique qu'il a, et à la fois humaniste finalement, parce que c'est pour mieux nous comprendre et mieux nous aider, est absolument crucial dans le temps un peu froid et un peu désespéré aussi que l'on vit. Donc je crois que connaître des personnalités comme lui, permet de retrouver un sens à notre vie, de mieux nous comprendre et de dire qu'au fond, tout n'est pas foutu et que c'est en nous qu'est la solution et pas toujours dans une espérance externe. Espérons en nous. On l'espère, tout n'est pas foutu. On continue à avancer. Merci Patrick Schneider Merci beaucoup, Romain. d'avoir été avec nous. Et en plus de son beau livre, il y a aussi le magazine Nexus que vous pouvez trouver près de chez vous. Le dernier numéro, ou sinon le commander sur nexus.fr. Plus vous êtes d'abonnés, plus on peut mettre d'actualités alternatives et de belles paroles, de belles reconnexions à soi-même.
on peut partager ses idées dans toute la France. Génial. Merci à tous, à bientôt. Merci.